sans plus tarder, donc on va pouvoir commencer la table ronde sur laquelle on va être ensemble à peu près une trentaine de minutes. Donc j'appelle tout de suite Véronique Velez de l'USH. Bonjour Véronique, rejoins-moi. On a dit qu'on se tutoyait, allez, on se tutoie tous. Stanko Trifunovic, bonjour Stanko qui me rejoint également. Vous avez 2 chaises et 2 micros, d'ailleurs, ça tombe bien. Clément Molison, voilà, qu'on a avec nous en distanciel, vous voyez, on est en hybride complet, un duplex. Ça a été décidé hier, mais on sait faire, donc on n'avait pas de difficulté. On avait dit peut-être pour commencer, on peut commencer par un petit tour de table de présentation pour que vous puissiez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la structure dans laquelle vous êtes. Peut-être on peut laisser à Clément, vous avez la chance Clément d'avoir le café à portée de main, on peut laisser Clément commencer par cette petite présentation. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc Clément Molison, je suis délégué général adjoint de l'AVER France. Je suis en charge des relations institutionnelles et donc en 2 mots, l'AVER, c'est une association professionnelle dont l'objectif est de promouvoir la mobilité électrique. Donc on représente toute la chaîne de valeur, tout l'écosystème de la mobilité électrique, des constructeurs, des énergéticiens, des installateurs, des fabricants de bornes. Et on est également porteur d'un programme de financement, un programme de certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Advenir et dont on va pouvoir bien parler ce matin. Voilà, on vous entend très bien. Merci Clément. Stanko, Bonjour à tous. on va Bonjour à pousser un peu tous. le micro, Je Benjamin. suis le directeur technique de l'ARC et plus particulièrement directeur de copropriété service, qui est la coopérative technique de l'ARC. Donc, à ce titre, on accompagne les copropriétés dans ce sujet, l'équipement IRVE, qui est un sujet quotidien qui nous est remonté très souvent. Voilà, merci Stanko. Ensuite, Véronique Velez, on a dû commencer par vous, par toi. Bonjour à tous, Véronique Velez. Moi, je suis responsable innovation et prospective au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'Union sociale pour l'habitat. Donc, c'est le mouvement HLM qui gère à la fois des monopropriétés, des organismes HLM, mais aussi et de plus en plus des copropriétés. Voilà, donc merci pour cette présentation. On avait dit d'ailleurs, Véronique, on peut garder le micro, on avait dit qu'on rappellerait un peu les obligations qui sont d'ailleurs grosso les mêmes, là, parce que je suis ravi de vous avoir tous les trois, mais aussi vous deux, parce que vous représentez l'habitat social et puis pour Stanko, l'habitat privé. Donc finalement, on aura un panorama de ce sujet. Juste pour préciser que finalement aussi l'habitat social, vous avez aussi des appartements qui sont dans des copropriétés, donc vous êtes concerné aussi par la copropriété. On est concerné par la copropriété, effectivement, à partir du moment où on vend un logement, ça devient une copropriété. Et puis aussi, on est présent dans des programmes mixtes, donc qui sont de fait des copropriétés. Donc le cadre réglementaire peut-être sur les installations de recharge de véhicules électriques, hein, c'est le même de toute façon. Donc c'est la loi LOM, le cadre juridique c'est la loi LOM et la loi climat et résilience. Et puis le cadre réglementaire avec des décrets et des arrêtés, il est régi par le CCH, le Code de la construction et de l'habitat et le Code de l'énergie. Donc la loi LOM précise pour les bâtiments neufs une obligation d'équiper 100%, de prééquiper 100% des places de parking à partir du moment où les résidences ont plus de 10 places de parking. Et ça, pour les bâtiments avec un permis de construire qui a été déposé après mars 2021. Donc, on n'a pas encore vu beaucoup sortis de terre. Ce sont aussi des bâtiments qui font l'objet d'une rénovation importante. Alors, il y a d'autres seuils. Il y a celui pour les bâtiments dont le permis de construire a été déposé entre janvier 2017 et mars 2021. Là, le seuil, on est pour les bâtiments avec plus de 40 places de parking, on est à un taux d'obligation de 50% de prééquipement. Et pour les parkings de moins de 40 places, on est sur 75% de prééquipement pour les copros et organismes logement social. Alors, juste peut-être aussi, c'est quoi une rénovation importante? C'est une rénovation dans le montant équivaut à plus de 25% de la valeur vénale du bien. Et dans ce cas-là, pareil, il y a une obligation d'équiper de prééquiper 100% des places, sauf si le montant des travaux de ce prééquipement dépasse 7% du coût des travaux globaux.
Et dans ce cas-là, on n'a plus l'obligation de prééquiper. Oui, est-ce que, juste pour voir ce seuil 25%, quand on fait une rénovation globale, est-ce qu'on y arrive sur 100%, sur 25%? Non, quand même pas. Est-ce que c'est plutôt quand on fait des rénovations lourdes, où on va désosser le bâtiment et le reconstruire, hein? Ouais. Et donc, on va refaire du neuf, hein, pratiquement, hein. On refait du neuf. Alors, peut-être, Clément, pour redonner, là, vous avez donné le cadre réglementaire. Merci, Véronique, de l'avoir posé, parce que peut-être qu'on pourrait donner quelques éléments de marché, parce que tout ça, on le fait, parce qu'il y a un besoin qui est énorme, qui émerge. Et donc, peut-être on peut rappeler ces éléments, quelques chiffres. Clément, si vous avez ça. Oui, bien sûr, on publie, tous les mois à l'AVER un baromètre sur les immatriculations de véhicules électriques et également un baromètre sur les infrastructures de recharge, ouvertes au public, hein. Pour vous donner les derniers chiffres que l'on a en termes d'immatriculation, on a dépassé les 900 000 véhicules en circulation, donc 100 électriques et hybrides rechargeables, et on atteindra l'objectif qu'on avait fixé avec le gouvernement d'1 million de véhicules en circulation d'ici la fin de l'année. Donc on a un marché qui se développe très bien en la matière et un marché également sur la partie, recharge ouverte au public qui suit une tendance équivalente, même si, les volumes sont moins importants. Oui, 1 million de véhicules, c'est par rapport à combien de véhicules au global sur le parc français? Alors on reste dans des proportions, bien moindres vu qu'on a, quelque chose comme 36 millions de véhicules en circulation. Donc on part de beaucoup plus loin. Par contre, on a des parts de marché qui sont extrêmement importantes. On est, près de 18% de parts de marché. Ce qui fait qu'on a quand même une mobilité, une technologie, une motorisation qui, se maintient bien malgré un marché de l'automobile qui est un peu en crise depuis, quelques années, en particulier depuis le covid. Oui. Est-ce que Stanco, alors pour continuer sur le besoin là, des copropriétaires, ce qu'on voit donc finalement, il y a une massification de la vente de véhicules électriques qui va encore se renforcer. On avait l'échéance de 2035. Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui vous demandent à l'ARC, posent beaucoup de questions sur cette partie IRVE et la question subsidiaire, c'est est-ce que des fois ils sont bloqués pour l'achat de leur véhicule électrique parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure de recharge de véhicules électriques dans leur copropriété? Oui, c'est une question qui nous revient quotidiennement. Mais bien le micro. Oui, pardon, c'est une question qui nous revient quotidiennement. Effectivement, la demande, vraiment l'inquiétude par rapport à l'existant, est-ce que c'est possible, quels sont les financements, nous est remontée par nos adhérents. Donc l'ARC, j'ai oublié de préciser, était l'association de responsables de copropriété. Donc on représente effectivement la partie privée du logement collectif. Et quand on sait que 45% des Français vivent en appartement, dans des immeubles, la demande est énorme. On part vraiment de presque zéro donc, en termes d'équipement. Aujourd'hui, la tendance a été démarrée par le droit à la prise, qui a fait que les gens pouvaient individuellement initier des démarches pour s'équiper. Nous, évidemment, à l'ARC, on privilégie toutes les solutions collectives qui, elles-mêmes, ont été mises en exergue et ont été facilitées par la loi l'homme et par la loi résilience et climat et résilience. Donc, c'est vraiment un sujet quotidien. Les bâtiments, évidemment, sont ce qu'ils sont. Donc, les infrastructures n'étaient pas prévues au départ. Il y a plusieurs types de contraintes, notamment de câblage, hein, donc les parties, les colonnes horizontales qui pas forcément, qui n'existent pas, ou alors, si on se branche sur des réseaux existants, ne sont pas dimensionnés pour. Donc, c'est ce genre de questions techniques qui nous sont remontées également. Oui. Véronique, alors même question, finalement, les besoins, alors dans le logement social, les besoins sont différents. C'est quelle est la population qui a besoin dans le logement social de bornes de recharge de véhicules électriques? Oui, alors il y a plusieurs catégories. C'est vrai qu'on a aussi des demandes de droit à la prise tous les mois, enfin toutes les semaines, mais qui finalement, il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas pour l'instant. Alors pour des questions de délai de procédure dans le droit à la demande, finalement dans le coût de l'achat du véhicule, le coût des travaux et le coût de l'abonnement,
Et le délai d'attente, ça devient un peu rédhibitoire et il y a beaucoup de demandes qui n'aboutissent pas. Mais celles qui Ça veut dire que aboutissent, les personnes renoncent à leur véhicule électrique parce que voilà, finalement, ça devient trop compliqué. ça devient trop compliqué. Mais par contre, ceux qui ont des demandes chez nous, c'est essentiellement 3 catégories. C'est les professionnels qui ont un véhicule professionnel, donc c'est les techniciens et surtout les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de VTC qu'on loge et qui, vous avez entendu là récemment, il y a des constructeurs de véhicules comme Renault leur adressent une offre ciblée de véhicules électriques et ça va créer une vraie rupture. Ils veulent vraiment monter en charge sur le véhicule électrique pour les VTC. Du coup, nous, si on les loge, ils vont devoir recharger chez eux à leur domicile. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, c'est les techniciens ou les aides à domicile qui peuvent avoir un véhicule professionnel. Et puis le troisième, c'est les riverains. On a à peu près dans le parc social donc 5 millions de logements. On a 16% de vacances des places de parking. Et ces places, souvent, elles sont opérées par des entreprises qui les proposent et qui les louent à des riverains ou qui le souhaitent et qui peuvent aussi avoir une demande de véhicules électriques. Du coup, ces opérateurs se positionnent aussi sur ce marché, électrisent la place, donc prennent en charge l'installation pour la place électrique. Et du coup, c'est plutôt les riverains qui nous amènent des places électriques dans les parkings. Et ça, plutôt en région parisienne et sur Paris. Oui, ça c'est une offre particulière. Ça existe dans les copropriétés, ça aussi, de sous-louer, finalement, c'est sous-louer l'espace du parking à un opérateur qui, derrière, va équiper. Oui, tout à fait. C'est une des solutions possibles que fournissent les prestataires. Alors nous à l'ARC, on exige une grande vigilance sur les conventions qui sont signées et sur les conditions d'éventuelles sorties ou de rachat des équipements qui en fait sont une grande inquiétude des copropriétaires qui souvent culturellement ne sont pas prêts à louer ou alors sont peu enclins à louer et à sous-traiter leur borne à un opérateur extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est un frein. Des dispositifs existent et généralement les conditions de rachat au bout de 3 ans ou au bout d'un certain seuil d'équipement sont prévues par la loi. Donc les choses se débloquent et vont dans le bon sens. Oui, Véronique, oui. Peut-être juste là-dessus une différence. Enfin, l'infrastructure collective, justement, elle est prise en charge, elle est financée par l'opérateur. Par contre, la borne, c'est l'utilisateur qui l'achète. Et nous, dans le parc social, comme ils sont locataires, ils ne sont pas non plus enclins à acheter une borne. Donc, ils sont plutôt à se dire, même s'ils ont une prime pour l'acheter, ils sont plutôt enclins à la louer. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, ça viendrait… il faut après, c'est la question, il faut la revendre et à qui? Est-ce que la personne sera d'accord? Quand on change de logement, il faut repartir avec. Et ce qui est compliqué. Clément, si on regarde, effectivement, on voit effectivement l'installation, une demande des particuliers, et on voit que le marché va être tiré au début par les professionnels. Hein. Et ça, dans la copropriété, ça va être aussi le cas de manière… Parce que là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si on vous équipe du véhicule électrique, vous n'avez même pas le choix du véhicule. Vous ne pouvez pas arbitrer avec un véhicule thermique encore. Et donc, derrière, il faut que vous puissiez la recharger. Et donc, la question qui se pose, Clément, c'est que on va parler d'advenir formation. Il faut former tous les opérateurs, toute la chaîne à la compréhension de ces enjeux. Et vous avez mis en place un programme. Alors peut-être on peut le décrire pour basculer sur la partie électrique. Oui, tout à fait. Comme je le disais, on est pilote d'un programme qui s'appelle Advenir depuis 2016, qui à l'origine ne faisait que financer des infrastructures de recharge. Et depuis l'an dernier, on a ouvert un nouveau volet qui s'appelle Advenir Formation, dont l'objectif, c'est de sensibiliser et de former partout en France des différents publics, le grand public notamment, mais aussi des élus et des acteurs locaux et des professionnels de l'immobilier. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir fournir, dispenser une information de qualité sur la mobilité électrique, donner des clés de compréhension des enjeux du secteur pour que derrière, les personnes soient plus aptes à répondre aux différentes demandes qui pourront leur être adressées et ne se trouvent pas dans la situation qu'on a pu connaître ces dernières années de syndics, par exemple, qui font face à une demande de droit à la prise, mais ne savent pas ce qu'est le droit à la prise, ne savent pas comment une borne fonctionne ou comment une voiture électrique fonctionne. Et donc ça, il y a un vrai facteur un vrai levier pour nous dans la formation et la sensibilisation de tous ces publics-là.
Oui, est-ce que vous formez aussi les présidents de conseils syndicaux ou c'est un public plutôt de professionnels que vous formez? Alors, c'est un public de professionnels. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur les gens que l'on forme très exactement dans ce cadre-là. Mais on a effectivement une cible professionnelle de l'immobilier. Est-ce que aujourd'hui, dans vos domaines, il y a, alors sur les bailleurs, j'imagine que vous avez aussi la formation, l'information en tout cas des différents bailleurs, et ce sera la même question pour les copropriétaires. J'imagine que vous faites des formations aussi pour les copropriétaires pour qu'ils comprennent les enjeux. Alors, sur les bailleurs sociaux, nous, on ne fait pas de formation en tant que telle. On a fait une étude déjà avec un cabinet qui est présent d'ailleurs dans la salle. On va la diffuser à la fin du mois. On l'a fait aussi avec Enedis. Elle est cofinancée par Enedis. Et on va faire ce qu'on appelle un webinaire, une journée professionnelle là-dessus pour former les gestionnaires, les chargés d'opération, les gens de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine. Vous en avez trop parlé ou pas assez là maintenant de l'étude? Alors il va falloir détailler un petit peu. On peut parler un tout petit peu de cette étude. Finalement, c'était quoi les objectifs, sans parler des résultats que vous avez Oui, bien réalisés? sûr. L'idée, c'était d'être un peu en avance de phase en se disant quel modèle d'organisation, quelle possibilité de financement, quel choix organisationnel ont les bailleurs pour anticiper la demande justement et faire face à cette demande et à essayer de la structurer et d'avoir une offre, une démarche collective et ne pas simplement répondre au droit à la prise. Oui, qui est une démarche construite et que vous puissiez fournir un kit de ça. mise en œuvre, de déploiement auprès En des… tout cas, les éclairer dans leur choix et être une aide au choix pour les investissements forcément qu'ils auront à faire bientôt. Oui, et la même chose sur les présidents de conseils syndicaux. Là, je sais qu'à l'ARC, nous il sommes y a 15 000 copropriétés, donc c'est Oui, tout à fait. On pas a rien. 15 000 copros, donc on a vraiment une mission d'information et de formation, de pédagogie auprès de nos adhérents. Et donc, on accomplit cette mission à plusieurs niveaux. C'est-à-dire déjà, on a c'est réservé à nos adhérents, hein. On a des mardis techniques, donc c'est comme des webinaires qui se déroulent sur un après-midi sur plusieurs sujets techniques. Donc, on aborde régulièrement le sujet des IRVE. On a aussi des formations certains jeudis et on en a 2 par an environ en moyenne sur les IRVE également. On édite aussi une brochure, enfin un petit ouvrage sur les IRVE. Donc, le dernier daté de 2021, mais en raison du mouvement actif législatif, donc la loi climat résilience, plus l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux dispositifs comme Logivolt, par exemple, on a dû l'actualiser. Donc, cet ouvrage va sortir très prochainement. Et puis sinon, on fournit des permanences téléphoniques et on répond par mail à nos adhérents. Et lors des permanences téléphoniques, il y a beaucoup de questions concernant les IRVE. Donc, tu as chiffré un peu en pourcentage que ça représente comme… en ce moment, peut-être un tiers Un tiers des demandes qui sont faites aujourd'hui à l'ARC, c'est l'IRVE. Donc, c'est colossal. Oui, je pense de demandes techniques, hein, parce que nos best-sellers, c'est quand même les problèmes juridiques et les problèmes de comptabilité. Mais au niveau des questions techniques, je pense que IRVE a dépassé les questions sur les problèmes de balcons qui fuient. Ah oui, ça c'était… Dans les bâtiments récents, qui sont un gros sujet également. Dans les obligations aussi, on a oublié de rappeler tout à l'heure que vous devez le mettre à l'ordre du jour des AG avant janvier 2023. Exactement. Alors, pour rappeler le dispositif, alors dans quel cadre on doit faire ça? C'est quelle loi? Alors, je pense que c'est la climat résilience qui a introduit donc 21 août ou 22 août 2021. On doit mettre à l'ordre du jour le sujet des IRVE. Mais je pense que ça, ce n'est que le début, hein, parce que c'est un sujet très vaste. Est-ce qu'au niveau des copropriétés ou des bailleurs, hein, la question vaut, et aussi pour vous, Clément, il peut y avoir on sait que dans la copropriété, le processus de décision est des fois un peu complexe. Là, je suis gentil en disant, et des fois, il peut y avoir des luttes aussi d'intérêt, ce qui est normal, hein. Oui, on est dans un groupe, ça c'est tout groupe humain. Et donc, du coup, est-ce que il y a des éléments qui sont difficilement
qui amènent des difficultés un peu complexes dans la copropriété? Oui, alors il peut y avoir des problèmes dus au souhait de passer à un système de collectif, alors que certains copropriétaires se sont déjà équipés à travers le droit à la prise. Donc, ce qu'on souhaite, changement de solution, ouais. Voilà, donc le changement de solution avec du matériel qui n'est pas compatible forcément. Donc, je pense que Michaud pourra nous en parler plus tard. On a aussi des questions de bailleurs qui veulent, donc, qui sont propriétaires de plusieurs places de parking et qui veulent louer et qui louent ces places, mais qui veulent s'équiper. Donc, c'est un peu la solution juridique et commerciale est peut être un peu olé olé, pour parler familièrement. On a également et ça c'est un problème, c'est certaines copropriétés qui souhaitent avoir des bornes de recharge partagées. Donc, mettre un certain nombre de bornes de recharge sur leur parc de stationnement. Et c'est vraiment une source de conflit. Oui, ça ne partage pas trop après derrière. Si vous mettez votre voiture à charger la nuit, votre voisin ne peut pas charger en même temps que vous. Donc, voilà, il y a vraiment des règles à respecter et parfois, c'est vraiment conflictuel. Oui, il faut gérer le copartage. Véronique, pour préciser. Oui, juste là-dessus, sur les places partagées, il y a un opérateur donc, qui gère les places extérieures donc, pour les riverains. Quand ils ont une demande de place de véhicules électriques, la première offre pour le logement social, c'est une offre partagée. Une borne pour 5 utilisateurs à 5 € par mois. C'est un exemple. Mais nous, vraiment, le frein, donc ça, c'est possible et c'est géré par, c'est pour les riverains. Sinon, on est sur des bornes individuelles, effectivement. Voilà, où en sont les bailleurs aujourd'hui? Certains sont sur des appels d'offres pour des modèles concessifs, pour faire des concessions pour gérer l'ensemble de leur parc sur la partie électrification. D'autres sont plutôt sur des situations résidence par résidence, avec peut-être un opérateur externe qui peut être différent et donc avec des coûts ensuite d'abonnement qui seront différents résidence par résidence. Mais en fonction du contexte, ça peut aussi tout à fait se comprendre. Et puis, on en a d'autres, notamment, je pense à Grenoble, un bailleur, qui, lui, installe systématiquement, donc pas que le prééquipement, mais la borne, dans des parkings qui sont extérieurs, qui sont équipés d'une box, et qui facture à l'ensemble de ses locataires 5 € par mois, qu'ils soient utilisateurs de la prise électrique ou pas. Mais voilà, toutes les places sont équipées d'un système de recharge lente. C'est un autre modèle low cost, entre guillemets, mais qui fonctionne aujourd'hui. Oui. Clément, on va aborder, pour les quelques minutes qui nous restent, la partie financement. On avait dit que quand on a préparé cette conférence avec le public qui est là aujourd'hui, vous savez que maintenant, on prépare les conférences un peu en amont. On vous propose de participer à l'éditorialisation des conférences. Donc, on a fait une réunion il y a environ 3 semaines avec le public. Et les questions qui venaient, c'était quand même beaucoup les questions de financement. Alors, peut-être on peut faire un état des lieux des différents dispositifs de financement, d'aide et de financement qu'il peut y avoir. Et peut-être de budget pour donner quelques fourchettes ordre de grandeur pour éclairer notre public qui nous suit en ce moment. Alors effectivement, nous de notre côté, avec Advenir Infrastructure, donc qui s'occupe du financement, on a 3 cibles, 3 primes en immeuble collectif. Une première qui est sur les solutions individuelles, donc une simple borne dont vous pourrez bénéficier par exemple avec un droit à la prise. Donc on prend en charge la moitié des coûts avec un plafond de 960 €. On finance également les solutions partagées dont parlait Stanco, avec pareil 50% de taux d'aide avec un plafond plus élevé à 1 660 €. Et enfin, on finance également la moitié des infrastructures collectives en copropriété. Donc là, on a vraiment toute cette architecture électrique qui est déjà prête à recevoir progressivement de nouvelles bornes. Et donc là, on peut aller, on commence à 8 000 € et ensuite on va pouvoir renforcer en fonction du nombre de places, le taux de prise en charge. Et sur cette infrastructure collective, à chaque nouvelle installation de borne, on bénéficiera aussi de la prime pour les solutions individuelles.
Donc, il y a un vrai accompagnement sur ces subventions. Il faut aussi dire qu'il y a différentes solutions de préfinancement qui sont en train de se mettre en place. On a Logivolt, par exemple, porté par la Banque des Territoires et qui va prendre en charge on va dire les 50% restants de l'infrastructure collective. Et ensuite, il va y avoir un système de remboursement progressif de cette prise en charge. On a également le gestionnaire du réseau de distribution qui prochainement pourra également faire un préfinancement et où on paiera un coût de raccordement individuel supplémentaire et qui, là également, est une solution. Vous avez également des opérateurs qui prennent à leur charge, qui sont tiers investisseurs et qui ne font pas payer la copropriété. Donc, c'est un peu pour les 3 modèles qui permettent à la copropriété, à l'immeuble collectif dans son ensemble de ne pas être de ne pas financer ces projets, mais vous pouvez aussi choisir de financer vous-même l'infrastructure collective. Il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients à chacune des solutions. On les a rappelés dans notre guide copropriété dont on pourra reparler et qu'on va mettre à jour dans les prochains mois parce qu'on est sur une matière législative et réglementaire qui est assez mouvante. Oui, peut-être on peut en parler là tout de suite. Là, vous avez commencé à en parler. Le guide, vous avez sorti un guide qui permet de faire un état des lieux et de donner une direction pour les copropriétaires. Tout à fait. On a produit un guide pour l'installation des bornes de recharge en copropriété qu'on a publié en avril 2021. On a déjà pour projet de le mettre à jour. C'est un guide qu'on a fait en partenariat avec Enedis, la FFIE, le Gimelec et qui a reçu le soutien de la FNAIM et de l'UNIS. Donc c'est vraiment un guide qu'on a constitué avec nos adhérents, avec nos partenaires, avec toute la chaîne de valeur qui est impliquée dans les installations et où l'objectif c'est vraiment de présenter de la façon la plus simple possible cette matière qui est assez complexe et de présenter comment on fait valoir un droit à la prise, comment on installe une infrastructure collective, quels sont les différents modèles des schémas de raccordement et des modèles de financement. Et évidemment, avec ces nouvelles modalités dont je parlais, Logivol, préfinancement GRD, qui n'ont pas été intégrés, on mettra ça à jour là, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour avoir un guide qui soit le plus opérationnel possible pour tout le monde. Donc, je vais vous poser la question, Clément, où est-ce qu'on le trouve, ce guide? Alors, vous le trouvez sur notre site internet, sur le site de l'AVER, donc averfrance.org. Et tant qu'on est sur les sites internet, je vous invite aussi à consulter advenir.mobi pour toutes les informations sur le programme de financement et jeroulenelectrique.fr qui donne à la fois des informations très pédagogiques sur la mobilité électrique et qui également fournit des informations sur Advenir Formation. Oui, alors si on regarde les programmes aussi de financement, là, pour finir sur Logivolt, peut-être on avait dit, est-ce qu'il y a des choses à préciser au niveau est-ce qu'au niveau des bailleurs il y a ou des copropriétaires, il y a des choses un peu particulières? Au niveau des copropriétaires, donc, je sais que donc, il y a les aides qui sont pilotées par AVER et qui sont donc le programme Advenir. Il y a aussi des crédits d'impôt pour la transition écologique, donc les CITE qui existent et qui sont cumulables avec les aides à venir. Et puis évidemment, il y a la TVA auto-réduit de 5,5 qui existe comme pour d'autres travaux d'intérêt énergétique ou thermique. Voilà, donc il y a le crédit d'impôt, oui, effectivement, souvent ça on n'en parle pas. Merci de le rappeler, Stanko, qu'il est dans le scan des aides possibles. Peut-être juste, donc il y a le financement par le TUR pour les colonnes horizontales. Il y a un financement par un tiers investisseur qui peut être Logivolt, qui marche pour l'instant sur les copros, qu'elles soient privées ou HLM. Donc ça, l'offre, elle existe. Nous, on est en train de voir avec eux pour adapter ce financement à un modèle qui convienne pour le logement social. Et donc, je pense qu'on aboutira, on est en train d'expérimenter, mais on aboutira à une offre à la fin du mois qu'on pourra présenter sur un modèle plus long. Et vraiment, nous, l'enjeu, c'est le coût pour l'usager, l'abonné final. Hein. Il faut que ça passe parce que les solutions techniques, on les a, mais si on propose un modèle qui est hors de prix, on n'aura pas d'utilisateur, donc on aura investi pour rien. Et puis, par contre, on n'est pas éligible, le logement social n'est pas éligible aux aides de l'AVER là, sur les infrastructures, le financement des infrastructures collectives. Voilà, je voulais le mentionner. Oui, pourquoi est-ce que, ça c'est une question, hein, Clément, alors c'est peut-être une colle, hein. Finalement, on est dans les C2E, donc les C2E, ça bénéficie à tout le monde, et pourquoi est-ce que finalement le logement social n'est pas dans ce cadre-là? Est-ce qu'il y a une réponse
Alors, il y a très certainement une très bonne réponse que j'aurais été ravi de pouvoir vous fournir, mais malheureusement, c'est mon collègue qui aurait dû être présent avec vous, qui aurait pu mieux vous répondre. Non, c'est une colle, hein, Non, qu'on mais n'avait pas préparée. on Hein. espère que ça va changer. Bah, on peut imaginer que ça va changer. Alors, juste pour terminer, là, on a fait un peu le tour sur le financement. Si on devait donner un peu des perspectives, moi, la question que je me pose, c'est dans combien de temps tout le monde, tous les bâtiments seront équipés. Là, je parle effectivement le logement. Hein. Sur les bailleurs, sur la copro, vous pensez, c'est quoi l'horizon? Dans 5 ans, tout le monde sera équipé 10 ans? Dans 5 ans, donc 2030, non, un peu plus, donc 2030, c'est 20-30% du parc qui sera équipé de véhicules électriques et donc de recharge. Et à partir du moment où on passe ce seuil, ça peut exploser, ça peut aller très vite après. Oui, donc on est plutôt en avance et nous, le logement social, un peu en retard là-dessus. Alors que généralement, vous êtes en avance sur plein de sujets, notamment l'isolation, etc. Nous, dans le privé, enfin dans les copropriétés, on se heurte à une majorité de copropriétés qui n'ont pas de parking, tout simplement. Hein, donc des bâtiments parisiens, par exemple, haussmanniens, qui n'ont pas de parking souterrain. Et donc, je pense que ce sera un chantier de la création de parkings qui seraient publics ou avec des équipements. Et ça, c'est un gros chantier si on veut que cet objectif de 2035 soit réalisable de façon vraiment réaliste, quoi. Oui, il va falloir donner des solutions aux copropriétaires pour qu'ils puissent recharger. Parce que même s'ils n'ont pas de parking, il faut qu'ils puissent recharger quelque part. Nous, on a des places vacantes. Très bien, c'est noté. Ah ben voilà, vous allez vous entendre ensemble pour trouver des solutions. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Clément, vous vouliez peut-être préciser quelque chose oui? Oui, non, juste effectivement pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est effectivement un enjeu assez important aujourd'hui de la recharge publique, hein, d'intégrer également dans ces développements les personnes qui n'ont pas d'accès à la recharge chez elles ou à leur travail, alors même qu'aujourd'hui c'est le principal mode de recharge. 90% des recharges que vous effectuez si vous avez une place de stationnement, elle se fait chez vous à domicile. C'est là où c'est le plus simple, c'est là où c'est le moins cher, c'est là où il y a le plus de rentabilité et d'intérêt pour l'utilisateur. Donc, c'est prévu, c'est bien pris en compte, notamment les collectivités sont en train d'établir des documents planificateurs sur les prochaines années pour savoir comment faire leur déploiement et elles prennent en compte effectivement ces personnes-là qui n'ont pas d'accès à la recharge chez elles. Mais il va falloir effectivement équiper les parkings, privés, les parkings des centres commerciaux, les parkings Indigo et autres pour, s'assurer que des personnes puissent continuer effectivement à pouvoir se déplacer en véhicule. Voilà. Merci Clément. Alors, j'ai quand même une petite surprise pour vous. Il y a un petit quiz, vous savez, en fin de table ronde. Donc, on a un petit quiz pour vous pour savoir si vous avez bien suivi cette table ronde et qu'on va vous présenter. Puis le public à distance va pouvoir répondre et on va vous présenter les résultats. Alors, vous avez 3 questions. La première question, le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts. Ah, ça, on n'a pas traité. Mais donc, vrai ou faux, on vous laisse voter. Hein, vous pouvez commencer déjà à voter. Le raccordement en réseau via une colonne horizontale est pris en charge par le gestionnaire du réseau à hauteur de 0, 20, 40 ou 100%. Ça, je ne crois pas qu'on en ait parlé réellement. Et puis, les dernières questions, donc ça, c'est pour les initiés. Hein. La deuxième question, et pour la dernière question, l'aide à devenir infrastructure collective et cumulable avec l'aide à devenir bande de recharge individuelle. Ah, bah, ça, on en a parlé. Je serai répondre. Vrai ou faux? Allez, voilà, on vous laisse 5 secondes pour répondre. Également dans la salle, vous pouvez répondre. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, on vous présente les résultats. Benjamin, est-ce que c'est possible? Voilà. Alors, et puis ça va être commenté par nos chers conférenciers. Le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts. Stanko, alors, vous me posez une colle. Je pense qu'initialement, c'était vrai et que ça a été modifié, que c'est faux. Ça a été étendu au parking à l'air libre. Tout à fait. Alors, Véronique ou Clément? Pareil. On peut déplacer juste la petite fenêtre qui est sur Clément. Voilà. Donc, c'était faux. C'est faux aujourd'hui. Avant, effectivement, c'était uniquement les parkings clos et couverts. Et dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, donc fin 2019, cette mention a été supprimée. Donc, c'est tous les parkings qui peuvent faire l'objet d'un droit à la prise. Très bien. Deuxième question. Le raccordement au réseau via une colonne horizontale
alors je n'arrive plus à lire, est pris en charge par le gestionnaire du réseau à hauteur de 20, 40, 60, 0 40%. Alors, dans le public, on me répond. Est-ce que c'est ça? Tout le monde avait mis ça à peu près 40%. Vous êtes tous d'accord? C'était ça? Oui. Stanco, là, on a Enedis qui est avec nous aussi, qui interviendra. Bon, donc on le précisera tout à l'heure. Et puis la troisième question, là, spécialement pour vous, Clément, l'aide à devenir infrastructure collective et cumulable avec l'aide à devenir borne de recharge individuelle. Vrai à 70%. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est bien d'accord avec ça. C'est vrai dès le départ, quand vous allez devoir installer au moins une borne avec votre infrastructure collective. Et à chaque fois que vous allez installer une nouvelle borne, vous allez pouvoir bénéficier de notre prime pour une borne de recharge individuelle. Donc, c'est vrai. Voilà, voilà, Benjamin avait mis les résultats, comme ça on était sûr de ne pas se tromper. Merci Benjamin. Merci à vous, cher public, d'avoir répondu, puisque vous étiez, c'était juste pour vous. Il y avait peut-être une question, on peut prendre une question. Alors, elle est rapidement. Juste une question. On va vous donner un micro, monsieur. On vous donne un micro pour que le public à distance puisse entendre. Allez-y. Oui, quel est le montant de cette prime à devenir dans la troisième question? Ouais. Quel est le montant de la prime dans la troisième question, Clément? Donné pour chaque borne, montant maximum. Oui, alors, donc pour l'infrastructure collective, on prend en charge 50% des coûts avec 8 000 € jusqu'à 100 places et ensuite on a 75 € par place supplémentaire. Et également, si s'il y a des travaux de voirie extérieure, on va prendre en charge 3 000 €, enfin 50% avec un montant, avec un plafond à 3 000 €. Et pour chacune des installations individuelles, on va prendre en charge 50% des coûts avec un plafond à 960 €. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Morgane, donc il y avait une question aussi du public à distance pour faire une équité. Quelle est cette question, alors, Morgane? Alors, la question est la suivante. Quelle démarche doit-on faire pour installer des prises sur un parking collectif où les places ne sont pas privatises? Parce que dans le sens où, par rapport au règlement de la copropriété, c'est considéré comme des parties communes, donc les places appartiennent à tout le monde. Et de ce fait, ceux qui ont un véhicule électrique vont forcément toujours se garer au même endroit, etc. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Finalement, c'est un parking qui est partagé où il n'y a pas de place attribuée. Hein, c'est le cas des bornes partagées, en fait. Donc, c'est comme un système de bornes partagées où les bénéficiaires qui auront droit à se brancher sur cette borne devront définir des règles et des usages pour pouvoir utiliser ces bornes. Voilà, une autre question, Morgane, dans le public. Pardon? Ah, un complément de réponse, c'est ça. Donc, il existe, oui, bonjour, Laurent Deschamps, Société 2B, MyPlug. Il existe des systèmes de prise qui permettent, avec un QR code, de reconnaître la personne qui va se charger. Donc, même si un jour, c'est telle personne, le lendemain, ça peut être une autre personne, la personne badge avec son smartphone et est reconnue. Et c'est débité de son compte. Ah, voilà, donc on peut gérer de manière individuelle ces recharges. Voilà, on peut applaudir nos chers conférenciers pour cette table ronde. Merci à vous. Merci Clément aussi, qui était avec nous comme ça au pied levé, qui avait remplacé. À très bientôt.